Donc bonjour à tous. Donc si vous êtes ici, c'est que vous êtes utilisateur de Git. Et vous en conviendrez, ce n'est pas forcément l'outil le plus facile à utiliser. C'est quelque chose qui est très puissant, mais voilà, on connaît en général les commandes de surface, on l'utilise un peu comme SVN. Donc moi, je m'appelle Maxime Guigné, je suis développeur freelance, je viens du Nord, voilà, désolé. Et il y a des gens du Nord apparemment dans la salle. Et l'idée de cette présentation m'est venue parce que j'ai remarqué que les problématiques autour de Git, c'était toujours un petit peu les mêmes. Puis j'avais aussi à cœur de faire baisser une métrique, un KPI, comme ils disent dans le langage corporate. Vous savez, nous aussi, en tant que développeurs, on peut avoir des métriques. Moi, ma métrique, c'était les TDM secondes. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vais vous expliquer. Mettez-vous en condition. Donc, vous êtes en train de développer, comme ça, bien concentré, face à l'écran. Vous avez limite votre casque sur les oreilles. Donc, forcément, personne ne vous dérange. Et là, à un moment donné, vous avez le malheur de lever la tête et de croiser le regard d'un collègue un peu perdu, qui vous charge du regard, justement. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon casque, je sors de ma concentration. Il y a un problème. Et là, il me sort le fameux « T'as 2 minutes ?» J'ai un problème avec Git. Ah. Donc ça m'est très souvent arrivé. Et je me suis rendu compte que la question que ce collègue posait, alors c'est pas toujours le même collègue, bien entendu, mais à un moment donné, j'ai essayé de faire des recoupements, et je me suis rendu compte que la question que ce collègue posait, justement, c'était toujours plus ou moins, alors pas la même, mais c'était dans le même groupe de questions. Donc je me suis dit, je vais essayer d'en faire un recueil, et puis on va voir ce que ça donne, on va essayer de creuser un petit peu le sujet, de voir comment ça fonctionne, pour essayer d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc pour ça, je vais prendre un exemple, on va essayer de faire un petit peu la vie d'une feature du point de vue Git. Je vais prendre un exemple, et je vais prendre une équipe de 3 personnes, où on va faire un projet, vous verrez, c'est sympa. Donc je vous présente la première personne, Paul. Paul Request. C'est trop tôt, il est 9h, c'est... Lâchez-vous, n'hésitez pas. Attendez la deuxième personne, du coup. Jane. Donc on a Paul et Jane. Et du coup, on a Max. Max Im. C'est pas du tout un jeu de mots, c'est mon prénom. Du coup, voilà, on est 3 personnes. Et ce qu'on fait, on fait des choses sympas. On écrit des voitures dans le shell. Oui, parce que je vous ai dit que j'étais du Nord. Dans le Nord, on a 2 passions. On est tous pareils dans le Nord. On a 2 passions. On a alors le Racing Club de Lens, parce que moi je suis plus du Pas-de-Calais. Et du coup, pour aller au stade, forcément, il faut une belle voiture. Donc on fait du tuning. Donc je me suis un petit peu inspiré de ça. Et je me suis dit, on va écrire des voitures dans le shell pour l'exemple, ce sera sympa. Et donc dans cette équipe, on va reprendre notre sérieux un petit peu, dans cette équipe, ce qu'on déteste le plus, c'est des historiques comme ça. Des historiques Git, donc on voit que là, il y a des commits un petit peu qui s'entremêlent. On ne voit pas forcément grand-chose sur les messages de commit. Regardez, j'ai rajouté un point-virgule, là, j'ai enlevé tel truc. Ah non, j'avais pas besoin de ça. Là, complètement, enfin, je sais pas lire cet historique, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, première raison pour laquelle on n'aime pas ça, c'est que ça ne permet pas de s'y retrouver. C'est ce que je viens de vous dire. Si vous avez typiquement un historique Git avec un commit, on va dire d'il y a 1 an, la personne a disparu du projet, etc. Essayez d'aller retrouver la démarche de la personne qui a fait ce commit, c'est compliqué. Deuxième raison pour laquelle j'aime pas ce genre d'historique, c'est que la revue de code est plus difficile. Donc si vous ne faites pas de revue de code, ce que je ne peux que vous encourager à faire, c'est d'en faire. Cette phrase ne veut rien dire. Faites des revues de code. Alors déjà, pour la première raison, c'est que les gens vont revoir votre code. Alors ça paraît évident, mais donc moins de bugs en production, etc. Et la deuxième raison, c'est que les gens vont voir votre code. Donc forcément, ils vont un petit peu se l'approprier. Ce sera un petit peu leur code à eux aussi. Et du coup, ça responsabilise toute l'équipe. C'est-à-dire qu'un bug en production qui passe, ce n'est pas la responsabilité de la personne qui a écrit le code, c'est la responsabilité de toute l'équipe. Voilà. Et donc la revue de code, moi ce que j'aime bien faire, c'est qu'en général, alors l'idéal, c'est que je me pose à côté de la personne, et puis voilà, explique-moi ce que tu as fait, etc., toute la démarche. Il faut bien comprendre la démarche et pas juste le code et le diff. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller sur GitHub. Alors j'utilise beaucoup justement GitHub, vous pouvez utiliser Bitbucket, bref, d'autres systèmes. Et ce que j'aime bien faire, c'est regarder commit par commit.
Comme ça, on voit vraiment la démarche de la personne. Si elle a fait plusieurs commits, ben voilà, tu as fait ça d'abord, etc. Puis, plutôt que de regarder un diff complet de 35 fichiers où honnêtement on n'y comprend rien et juste ce qu'on va corriger, ce sera des typos, des points-virgules manquants, etc. C'est pas très intéressant, en plus ça on peut l'automatiser. Du coup voilà, la revue de code est plus difficile si on n'a pas un bon historique. Ensuite, si vous faites de l'open source, globalement, il faut quand même avoir un certain niveau de qualité. Donc il y a plein de projets open source, la plupart même, en tout cas les projets sérieux, qui requièrent cette connaissance. Et puis, si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi générer à partir de votre belle historique Git des changelogs. Typiquement, on peut avoir ça. Voilà, donc je sais que dans le tag 0.16.0, il y a eu tel bug fixes, donc en dessous c'est les messages de commit, etc. Et puis telle feature. Bon, j'espère vous avoir convaincu déjà. Donc je vais revenir à mon équipe. La façon dont on fonctionne, c'est la suivante. On a une branche principale, je l'appelle master, vous pouvez l'appeler develop, daily, etc. C'est pas la question. L'idée derrière, c'est qu'on a une branche qui est partagée par tout le monde. Une branche principale qui est partagée. On ne commit pas directement dessus, jamais. Sauf erreur, ça arrive, hein, mais normalement on ne le fait pas. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que donc cette branche, elle est, voilà, on ne commit pas dessus, on se met à jour dessus, donc on prend les dernières mises à jour. Et ce qu'on fait, c'est qu'on tire une branche si on veut faire une feature. Donc voilà, je tire ma branche de feature, et puis je fais un ou plusieurs commits, idéalement déjà plutôt bien préparés. Et une fois que j'ai fait ces commits, que ma feature est prête, je soumets ma branche à une revue de code. Voilà. Et donc là, en général, au niveau de cette revue de code, c'est là que Paul et Jane, j'ai changé les prénoms il n'y a pas très longtemps, donc j'ai failli... bref. C'est là que Paul et Jane ont souvent des remarques. Alors s'ils n'ont pas de remarques, vous allez me dire, ouais, mais mon code il est parfait, moi, ils n'ont jamais de remarques, Paul et Jane. En général, s'il n'y a pas de remarques, il faut plutôt voir du côté de la qualité de la revue de code, plutôt que de la qualité du code. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet exemple-là pour essayer de résoudre tous les problèmes et tous les commentaires de Paul et Jane pour, du point de vue de Git, en fait, essayer de s'en sortir et de garder un historique propre. Donc je vous propose de regarder le premier commentaire. Paul me dit, tu as oublié un point-virgule dans ton dernier commit. Ok, alors moi je suis développeur depuis un certain nombre d'années maintenant, je sais le rajouter, ok, pas de souci, je vais rajouter le point-virgule, et puis du point de vue de Git, ce que je vais essayer de faire, c'est de le rajouter dans le commit qui a introduit l'erreur. Donc là, c'est le dernier commit, c'est facile. Ce que je fais, donc je fais mes modifs, je fais un git add. Bon, ça, je ne vais pas le répéter tout le temps, je pars du principe que vous connaissez au moins les commandes de base, git add, git commit, etc. Donc je fais un git add de mes modifs, et puis je peux faire un git commit ---- amend. Donc là, il me propose de modifier donc le contenu et le nom du commit aussi. En l'occurrence, moi, je veux juste rajouter le point-virgule sans modifier le nom, donc je peux rajouter ---- noedit. Bon. Donc c'est très bien, je vous ai donné des commandes. L'idéal, c'est que... Alors, je ne vais pas vous donner une liste de commandes en disant « Tenez, allez-y, bonne journée ». Je vais essayer d'expliquer ce qu'il y a derrière à chaque fois. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une branche, voilà, avec des commits A et B. Et puis, j'avais oublié un point-virgule dans le commit B. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réintégré ce commit et en fait, je l'ai réécrit. Donc du point de vue de Git, le commit en question n'est plus du tout le même. Donc il a changé de SHA-1. Vous savez, les SHA-1, c'est les chaînes de caractères là, qui identifient un commit de manière unique, par son contenu, par le parent du commit, etc. Du coup, là, on part du principe que A et B, c'est des SHA-1. B a changé de SHA-1, il a été réécrit. Voilà. Donc on se retrouve dans une situation où, au final, B et B' pour Git, c'est plus les mêmes commits. Si je fais ça, je suis sur ma branche, donc j'ai une feature branche, par opposition à ma branche master, qui est une branche principale et partagée, ma feature branche, c'est ma branche personnelle. Donc je fais ce que je veux dessus. Je peux réécrire mes commits, je peux faire n'importe quoi, je peux force push aussi. C'est moi qui ai la vérité. Les mises à jour, en fait, elles viennent de ma machine. Là. Donc la dernière version, à chaque fois, elles viennent de ma machine. Donc je peux force push. N'hésitez pas à le faire dans ce cas-là. Donc pour l'instant c'était facile, premier commentaire, on commence simple, hein, il est 9h10, voilà, pour vous réveiller. On va regarder le deuxième commentaire maintenant. Donc là Jane me dit, tiens, ce serait pas une faute d'orthographe. Ah, désolé. Oui, alors j'ai écrit tuning et pas tuning. Parce que du coup on sait faire du tuning dans le Nord, on ne sait pas trop l'écrire. Donc désolé, j'ai fait une faute d'orthographe. Et là, je me rends compte que la faute d'orthographe, elle n'est plus dans le commit B, elle est dans le commit A. Donc je vais devoir aller modifier mon commit A
toujours pour garder un historique propre. Parce qu'imaginez, lors de la revue de code, si je le mets dans le commit B, ben, la personne va regarder commit par commit, et elle va me dire hey, mais attends, tu as une faute là. Et puis en fait, donc il va commenter, etc. Il va perdre du temps. Et dans le commit B, il va se rendre compte que la faute a été corrigée. Donc bah, c'est une perte de temps pour tout le monde. Donc l'idéal, c'est d'aller réintégrer la modification dans le commit qui va bien. Donc c'est ce qu'on va faire. Cette fois-ci, on ne peut plus utiliser git commit -amend. On va procéder en 2 étapes. Première étape, du coup, on va créer un commit. Donc on fait la modif, on crée un commit. Pas n'importe quel type de commit, on va créer un commit de fixup. Fixup, c'est un commit qui va cibler le commit en question, à modifier, mon commit A. Et donc après, on va voir comment ça fonctionne. Donc je fais un git commit -fixup avec le SHA-1 de A, donc git commit -fixup A, et on se retrouve à la fin de la première étape dans cet état-là. Donc j'ai toujours mes commits A et B. J'ai toujours mon commit A qui contient mon erreur, et j'ai un commit en plus, AF, ici, que je l'ai appelé comme ça. C'est mon commit de fixup. Et ce qu'on voudrait faire maintenant, deuxième étape, on va, du coup, on ne se satisfait pas de ça, parce qu'au final, c'est pas ce qu'on veut, on va réécrire l'historique. Pour réécrire l'historique, sur Git, il y a une commande qui s'appelle rebase. Donc on va utiliser git rebase pour réécrire l'historique. Donc ce qu'on veut faire, c'est on part de la fin de notre première étape, là où j'ai créé un commit de fixup. On va essayer de réintégrer ce commit dans le commit A, donc il va être réécrit en A'. Et puis du coup, B, je vous ai dit tout à l'heure que le SHA-1 dépendait entre autres du contenu et du parent. Ben là, B aura changé de parent, donc il sera aussi réécrit. Et ainsi que toute la chaîne, si jamais il y a d'autres commits, toute la chaîne au-dessus de A sera réécrite. Donc on va essayer de se retrouver dans cet état-là. Pour faire ça, cette super commande, git rebase -i a tilde --autosquash. On va essayer de l'expliquer. Donc git rebase, on est d'accord, on réécrit l'historique. En mode interactif. C'est-à-dire qu'on va dire à Git, tu ne vas pas juste aller réécrire des commits, je vais te dire comment le faire. Le mode interactif sur Git, il permet de, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est, tiens, ce commit-là, est-ce que tu peux me l'éditer? Je veux changer le contenu. Est-ce que tu peux réordonner deux commits? Est-ce que tu peux le renommer, etc. Bref, il y a plusieurs choses, je vais vous faire une démo juste après. Donc, -i, mode interactif. On va aussi dire à Git à partir de où réécrire l'historique. Si j'ai une pile de 5000 commits depuis le début de mon projet, je n'ai pas envie de réécrire mon historique à chaque fois depuis le début. Donc je vais lui dire, tu commences par A. En dessous, je sais que c'est bon. Et puis du coup, -autosquash, c'est un rapport avec le mode interactif. Je vous fais une démo juste après, mais ça permet de placer la feuille de route du mode interactif correctement, placer le commit de fixup au bon endroit. Alors du coup, allons-y. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer ma super appli là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et on voit qu'il y a une faute d'orthographe. Bon. Normalement, en tuning, c'est un seul N. Je vais faire un git log. Hop. Je fais n'importe quoi. Voilà. Et puis, je vais vous montrer qu'en fait, c'est ce commit-là. Donc, retenez bien les SHA-1 aussi. 97DA, c'est mon commit A. Et 16A6, c'est mon commit B. Donc, je vais vous montrer que le commit A, ici, il a c'est celui-là qui a la faute d'orthographe. Voilà, hop, on a ça. Ok, bon, pas de souci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller corriger ma faute. Donc, je vais dans le fichier, je supprime le N en trop, et j'enregistre. Ok, donc j'ajoute mes modifications à l'index et tout ça. Et puis, je vais faire donc là, j'arrive au début de la première étape. Donc git commit -fixup. Est-ce que j'ai encore la bonne chose dans le presse-papier? Je pense pas. Je vais le reprendre. Voilà. Donc là, je cible mon commit A. Voilà, il m'a fait un commit. Si je refais mon git log, on voit bien que j'ai toujours mes deux commits A et B ici, et qu'en plus de ça, j'ai un commit qui s'appelle fixup et qui contient le même nom que le commit que j'ai ciblé. C'est comme ça qu'il détermine en fait quel commit cibler, c'est le nom du commit. J'ai fait l'expérience en faisant manuellement et ça fonctionne. Donc voilà, je suis à la fin de la première étape. Deuxième étape, maintenant je ne m'en satisfais pas, je vais essayer de réécrire l'historique. Donc là, voilà, git rebase, réécrire l'historique. Je vais lui dire comment faire, -i. Je vais aussi lui dire à partir d'où réécrire. Et en fait là je mets un tilde, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Tout à l'heure c'était A tilde et pas juste A. En fait, ce que ça permet de faire, donc le tilde, ça symbolise le parent du commit en question.
Donc là, ce qu'on va faire pour réécrire l'historique, il faut se replacer avant que l'histoire ait été écrite. Donc je vais me replacer juste avant le commit A, pour pouvoir réécrire à partir du commit A. Donc là, j'oublie pas le tilde. Voilà. Et pour l'instant, je ne vais pas mettre le auto-squash, et je vais vous montrer la différence entre si je le mets et si je ne le mets pas. Donc là, il me lance le rebase. Voilà la feuille de route du mode interactif. Donc là, globalement, ce qu'il me fait, c'est tiens, je te propose de réécrire tel commit au-dessus à partir de là où tu m'as demandé. Tiens, je vais appliquer celui-là, et puis je vais ensuite appliquer celui-là, et puis je vais appliquer ton commit de fixup. Donc là, on va se retrouver dans le même état, ça ne m'intéresse pas forcément. Et donc, si vous voulez regarder, là, il y a dans les commentaires, ici, il y a tout ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez renommer un commit, vous pouvez l'éditer, vous pouvez en fusionner deux, etc. Puis là, attendez, hop, il y a fixup ici. Donc, je pourrais très bien aller éditer mon fichier à la main, et puis, voilà, je vais replacer le commit au bon endroit, je vais dire ça, c'est un fixup, etc. Sauf que ça, c'est un peu trop compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande auto-squash, enfin l'option auto-squash. Donc, je vais annuler mon rebase ici. Pour annuler un rebase, vous supprimez toutes les lignes, un rebase interactif, vous supprimez toutes les lignes qui ne sont pas commentées, et vous enregistrez. Là, il m'a dit, j'ai rien fait. Et du coup, je vais relancer mon rebase avec ---- auto-squash. Voilà. Et en fait, vous voyez qu'ici, il m'a détecté automatiquement mon commit de fixup, et du coup, il me l'a mis au mode endroit. Donc là, il va appliquer mon commit A, il va aller le fixup, donc au final, il va réécrire mon commit A en A', et ensuite, il va appliquer au-dessus le commit B, qui du coup sera aussi réécrit en B'. Donc là, moi, je suis content, j'ai juste qu'à enregistrer. OK, c'est bon, il a rebase. Voilà. Donc là, si je fais le test, c'est bon, j'ai corrigé mon erreur. Et si je vous montre aussi l'historique maintenant, ça a été réécrit. Tout à l'heure, il s'appelait 97DA. Le 16A6 de tout à l'heure, il a été aussi réécrit. Et puis, si je vous montre le contenu de mon nouveau commit A', voilà, l'erreur a disparu. Donc ça, c'est très pratique. C'est vraiment très pratique, et en fait, c'est quelque chose que faites-le plusieurs fois régulièrement. À la fin, c'est vraiment naturel. En fait, c'est deux commandes. Là, ça a peut-être pris un peu plus de temps parce que j'ai expliqué, etc. Mais au final, c'est vraiment deux commandes. Et si vraiment c'est trop long pour vous, on peut faire des alias. Moi, maintenant, j'utilise git fixup avec le SHA-1 qui va bien. Et du coup, il me fait les deux commandes d'un coup. Vous mettez ça dans votre .git config, dans la section alias. Et du coup, voilà, le git fixup, ça vous fait la même chose. Je vous conseille quand même de le faire manuellement plusieurs fois, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'au final, là, si vous êtes bloqué entre les deux, s'il y a des conflits, etc., vous allez peut-être avoir du mal à vous dépatouiller. Donc en tout cas, sachez qu'on peut faire des alias. Il y aura le lien de la presse, vous pourrez aller copier-coller les choses, etc. Je vous le mets en dernier slide. Et du coup, toujours, donc là, j'ai réécrit mes commits sur ma branche personnelle. C'est moi qui ai la vérité en local. J'hésite pas à force push. Personne n'a pu aller modifier ma branche personnelle, normalement, en tout cas si on s'est bien organisé comme ça. Donc, j'hésite pas à force push. Si je vous dis ça deux fois, c'est que j'ai souvent vu le cas. C'est le cas de la personne qui, du coup, réécrit ses commits en local et qui se dit « Ah ouais, mais je vais aller me mettre à jour. » Et du coup, j'ai modifié mes commits, et là, j'ai fait l'erreur de faire git pull. Mais je vous ai dit que tout à l'heure, le B et B', par exemple, du point de vue de Git, ce n'est pas du tout les mêmes commits. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que en local, j'avais mes commits A' et B', je les ai réécrits. Et puis, sur le repository distant, quand j'ai fait mon git pull, GitHub, Bitbucket, etc., j'avais encore mes commits A et B. Le problème, c'est que Git, il se dit, OK, c'est pas les mêmes commits. Hein. Moi, j'ai deux commits que toi, t'as pas, toi, t'as deux commits que moi, j'ai pas, etc. J'essaye de satisfaire tout le monde. Donc, il va vous proposer un merge. Vous aurez des conflits, en plus, parce que c'est presque le même code. Donc, il va vous dire, je comprends pas. Donc, en général, vous avez des conflits. Et puis, du coup, on arrive à la fin de la résolution des conflits dans cet état-là. Et si vous dites, ouais, mais moi, je fais un pull avec rebase toujours, etc., moi, ça revient au même. En fait, il va prendre votre branche distante, il va essayer d'appliquer au-dessus vos commits, les commits que vous avez réécrits. Il va même les réécrire du coup une deuxième fois, en A seconde et B seconde. Et en tout cas, c'est pas ce qu'on veut. Je détaille même pas ici les solutions pour se sortir de... Enfin, c'est un peu du cas par cas. Donc, juste, n'hésitez pas, faites un force push. N'hésitez pas à le faire quand vous êtes sur votre branche personnelle. Voilà. On peut regarder le commentaire suivant maintenant. Donc, alors cette commande-là, ouais, faites-la plusieurs fois, vous verrez, ça vient et c'est super pratique. Commentaire suivant. Alors Jane me dit que oui, alors j'ai fait un truc
un peu pour rien. Bon, j'ai fait, dans mon dernier commit, j'ai fait la feature des roues bleues sur vous savez, la voiture que vous avez vue tout à l'heure. Et en fait, on vient de me dire que non, il ne faut plus le faire. Donc je vais devoir supprimer mon dernier commit. Alors j'aurais très bien pu utiliser la technique de tout à l'heure avec le rebase interactif, sauf que c'est chiant si je vous fais plein d'exemples et qu'à chaque fois c'est le même concept. Bon. Donc on va utiliser la commande reset. Reset, c'est quelque chose qui permet de déplacer, entre autres, le pointeur de branche et puis vous-même dans un repository, enfin là où vous lui dites. Donc on va utiliser git reset, mais avant ça, on va essayer de voir comment Git gère ses sources et comment ça fonctionne tout ça derrière. Donc on distingue trois notions. Alors le working directory. Donc le working directory, c'est les fichiers de votre projet, ce que vous avez dans... globalement, c'est les fichiers que vous voyez dans votre IDE, etc. Il y a l'index. L'index, c'est un ensemble d'objets qui sont dans le dossier .git de votre repo Git. Et en gros, c'est une sorte de petite base de données. Lui, il gère ses commits, etc. Tout ce que vous avez quand vous faites des git add, etc. C'est là-dedans. Et puis, troisième notion, c'est head. Head, c'est ma position à un instant T dans un repository Git. Donc en gros, si vous faites un git log, ça pointe vers le commit qui est en haut de la pile. Voilà. Et puis là, on voit qu'il y a un file.txt en version 1 qui est dans les trois. Là. Imaginons que je fasse une modification sur ce file.txt, je le passe en version 2, admettons, et que je fasse git status. Git status va me dire, attends, mais il y a une différence là entre ton working directory et puis ton index, enfin en tout cas l'index que moi j'ai. Ok, alors ce fichier-là, du coup, je vais le mettre dans la zone rouge du git status. Voilà. Donc le truc est toujours pas dans l'index. Si je veux l'ajouter à l'index, je fais un git add. Je fais un git add de mon fichier, et puis du coup, le truc est indexé. Donc git me dit à ce moment-là, si je refais git status, ok, il n'y a plus rien entre le working directory et l'index, donc je mets rien dans la zone rouge. Par contre, entre mon index et ce qui est pointé par le dernier commit, donc head, il y a une différence. Donc je te le mets dans la zone verte, il est prêt à committer. Si je veux désindexer un fichier, je peux faire un git reset file.txt. Bon. On revient dans le cas où j'ai fait un git add. Si je veux aller au bout, je veux aller déplacer head sur globalement ma modif, je peux faire un git commit. Donc là, en fait, il va prendre mes objets, etc. Il va faire un nouveau commit, et puis du coup, il va déplacer head sur le nouveau commit qu'il aura fait. Alors là, c'est bien, je vous ai dit qu'on allait supprimer un commit, on vient d'en créer un, super. Ce qu'on va faire, c'est que ces trois notions, on va les rapprocher sur une branche, voilà. Et puis, on va supprimer le commit de trois manières, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour faire ça, je vais utiliser git reset. Alors head tilde, le tilde toujours pareil, c'est le parent de head, donc c'est le parent du dernier commit, donc en l'occurrence ici, ce sera C. Donc je fais un git reset head tilde avec trois stratégies que je vous présente. Première stratégie, je fais un git reset head tilde moins soft. Moins soft, en fait, ce que ça fait, c'est que ça déplace head, et le pointeur de branche aussi, sur le commit d'avant, donc sur head tilde, donc en l'occurrence C. Par contre, ça ne touche pas à l'index et ça ne touche pas au working directory. Deuxième stratégie, je peux faire un git reset head tilde tout court. Donc ce n'est pas l'équivalent de moins soft. Tout court, c'est encore une autre option, enfin une autre non-option. Du coup, là, c'est pareil, ça déplace head encore, et par contre, ça touche à l'index, c'est-à-dire que les fichiers sont désindexés. Par contre, dans mon IDE, j'ai toujours la même version du fichier. Donc c'est-à-dire qu'il est toujours en version 2, etc. Et si je veux, donc moi dans mon cas, typiquement, je veux annuler le commit complet, parce qu'en fait, les roues bleues, j'en veux plus. Je peux faire un git reset head tilde moins hard. Voilà donc un peu les trois stratégies de git reset, donc, en fonction de si ça touche à index, etc. Et vous verrez ici que j'ai longtemps cru que moins soft et rien du tout, c'était la même option. En fait, l'option, c'est l'option équivalente à rien du tout, c'est moins mixte. Voilà, donc il y en a bien trois. Alors imaginons maintenant, donc on a vu des choses, on a réécrit des commits, tout s'est bien passé. Ah non, en fait, tout s'est pas bien passé. Ah, j'ai fait des... C'est bien, Max, j'ai essayé de suivre tes choses, mais bon, j'avais une branche en distant, j'avais fait un backup. Par contre, j'ai un petit peu tout cassé en local. Là, comment je fais pour revenir à la version du repo distant? Là, pareil, je ne vais pas vous donner la commande, je vais essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Imaginons ça, donc on a le petit nuage qui est votre repo distant, on a voilà, GitHub, Bitbucket, GitLab, etc. Et puis le gros carré, c'est votre machine, et on voit que sur votre machine, il y a deux types de branches. Donc il y a les branches que je manipule depuis tout à l'heure, c'est les branches donc en bas, là, les branches locales, les branches de travail. Et puis il y a un autre type de branche
qui s'appelle souvent origin slash, en tout cas c'est le nom de l'alias du repository slash le nom de la branche. Et celles-là, elles sont en lecture seule, et elles sont mises à jour seulement quand il y a un dialogue entre ma machine et le repository. Donc que ce soit en push, en pull, en fetch, etc. Elles sont mises à jour à ce moment-là, c'est des branches miroirs en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre pull et fetch. En fait, si je fais un git pull origin master, c'est un peu l'équivalent, enfin c'est même l'équivalent d'ailleurs, de faire un fetch origin master suivi d'un git merge. Et si je fais un git pull -r, git pull stratégie rebase, rebase, vous remplacez merge par rebase et du coup ça fait la même chose. Voilà. Donc en fait, fetch, ça vient mettre à jour par rapport au repository distant les branches de tracking. Donc tout ce qu'on voudrait faire ici, c'est, donc on a vu la commande reset, on a vu comment ça fonctionnait les branches de tracking. Ce qu'on veut faire, c'est se replacer, entre guillemets, replacer notre branche locale sur, au même endroit que pointe notre branche distante. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour notre branche, git fetch la branche, origine feature 1 là, en l'occurrence, et puis je vais faire un git reset -hard parce que je ne veux pas garder les modifs en local, origin slash feature 1. Origin slash feature 1 qui n'est pas du tout la même branche que feature 1, c'est la branche de tracking. Donc voilà. Et si vous ne voulez pas vous embêter, 2 commandes c'est un peu compliqué encore, vous pouvez faire des alias. En plus l'alias il s'appelle git-damit et c'est le nom de la presse, du coup ça me fait plaisir, utilisez-le. Voilà, donc toujours pareil, vous placez dans le git config ce truc-là, et ensuite git-damit, et voilà. On va regarder le commentaire suivant maintenant. Paul me dit OK, donc là on a déjà fait pas mal de réécriture, etc. Donc tout va bien, là Paul il commence à être content. Mais par contre, tu t'es basé pas sur master, je vous ai dit tout à l'heure, on essaie de se baser sur la branche principale. Tu t'es basé sur ma branche. Oui, parce qu'en fait, ce qu'avait fait Paul, donc moi on se replace dans le contexte, je devais animer la voiture qu'on écrit dans le shell depuis tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, je vous ai fait la démo, en fait il n'y a pas de voiture sur la branche master. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu d'avance et j'ai vu que Paul avait fait 2 commits là et qui contient une voiture. Donc je vais récupérer sa voiture et puis en fait je vais faire mes commits dessus pour aller l'animer. Donc je me retrouve dans cet état-là. J'ai tiré une branche à partir de la branche de Paul, j'ai fait mes commits E et F d'animation, et puis ensuite la vie suit son cours. Paul, peut-être que sa pull request à la fin sera mergée. Donc là il n'y a aucun souci, à la fin je fais un git rebase master, machin, enfin je mets à jour master, je fais un git rebase, aucun souci. Par contre, il y a un problème à un moment donné, c'est que, imaginons que Paul ait réécrit ses commits. On se retrouve avec des commits, donc C' et D' qui se retrouvent sur master. Par contre, moi, j'ai encore sur ma branche les anciens commits, C et D, que je veux voir disparaître, parce que c'est l'ancienne voiture de Paul. On lui avait dit que sa voiture n'était pas très belle, en fait. Donc, il a recommencé le travail, et puis il en a fait une plus jolie. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est faire disparaître les commits C et D, et puis juste remettre les commits E et F au-dessus de master. Je vais me retrouver dans cet état-là. Donc j'aurais réécrit mes commits E et F en E', F', et puis les commits C et D, vous voyez qu'ils ont disparu. Pour faire ça, cette super commande. Il n'y en a qu'une pour le coup. Donc je fais un rebase, toujours pareil, je réécris l'historique. Je vais lui dire à partir d'où réécrire. Donc en l'occurrence, ici, c'est à partir de E. Donc je veux juste mes commits E et F, et puis C et D, en fait, je m'en fiche. Donc à partir de E, pareil, le tilde, on n'oublie pas. Voilà, c'est le parent de E, donc pour réécrire un commit, je me replace avant que l'histoire ait été écrite. Bon. Et puis du coup, là, je ne vais pas faire de mode interactif, etc. Je vais juste lui dire, tu me prends les commits. Par contre, je vais lui dire sur quelle base il part. Donc voilà, -on to master. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre master, il va mettre ça, entre guillemets, sur votre branche, et puis du coup, il va réécrire les commits que vous lui avez dit de réécrire. Donc je vais vous faire une démo tout de suite, parce que ça vous parlera peut-être plus facilement. Alors, je vais d'abord vous montrer que je ne vous ai pas menti. Donc, je vais aller sur Master, et puis, voilà. Excusez-moi. Voilà, je vais sur Master, je lance l'application, et je vous montre qu'il n'y a pas de voiture. Donc là, animer quelque chose qui n'existe pas, c'est un peu compliqué de faire du code à l'aveugle. Maintenant, je vais aller sur la branche de Paul, et puis je vais vous montrer la super voiture qu'il a faite. Voilà. Donc Paul, il a fait une voiture, somme toute, ça vous conduit d'un point A à un point B. Hein. Bon, c'est suffisant. On lui a dit quand même que c'était pas très joli. Du coup, moi, je suis quand même parti de cette branche-là, parce que je voulais pas perdre de temps. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Et puis, attention, c'est du grand art.
Donc, c'est toujours pas fini. Maintenant, on va simuler le fait que Paul ait réécrit ses commits et un petit peu modifié sa voiture. Donc je vais retourner sur la branche de Paul, et puis je vais faire comme si... Alors je ne vais pas coder devant vous, parce qu'en plus, franchement, c'était chiant à coder. Donc je vais... Qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire un cherry pick. Est-ce que vous connaissez la commande cherry pick? Je vais chercher un commit, en gros, et puis je le mets sur ma branche. Et puis en fait, si je ne veux pas appliquer le commit, je vais juste aller chercher les modifs, je peux mettre -n. Et puis en fait, le commit en question, je l'ai mis tout au bout d'une branche qui s'appelle nicecar, voilà, pour éviter de devoir refaire du code. Donc ça pointe vers le commit qui va bien. Donc je vais faire ça. Et puis voilà, il m'a mis, si je fais un git status, là, il me l'a déjà mis en prêt à committer. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne, la nouvelle voiture. Voilà. Donc là, Paul, il ne s'est pas moqué de nous, hein, il a fait une belle voiture, etc. Ça lui convient, donc on va aller merger sa pull request. Donc d'abord, Paul, il réécrit ses commits. Donc je vais faire un git commit, si je n'utilise pas la commande, ça ne va pas, git commit --amend, et puis voilà, il avait un commit dessine une voiture, et puis voilà, je modifie je vais mettre une majuscule quand même, c'est important, je modifie le commit de Paul, donc là il a réécrit ses commits. Maintenant je vais aller simuler le fait que je merge sa pull request, donc en fait je vais aller sur master, voilà, et puis je fais un git merge Paul. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, voilà. Il a pris du temps dans sa Vim. Donc là, il me propose le nom du commit qui va bien, etc. C'est-à-dire que là, maintenant, sur master, j'ai les modifs de Paul. Donc je vais vous montrer que sur master, je les ai. Voilà, c'est super, j'ai la belle voiture de Paul. Maintenant, moi, je retourne sur ma branche. Voilà. Et puis, je relance ça. On est d'accord, j'ai toujours l'ancienne voiture animée, donc ça n'a pas changé. C'est-à-dire que j'ai toujours les anciens commits. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que moi, je vais essayer de me rebase par rapport à master. Je ne peux pas utiliser le rebase classique git rebase master parce que sinon, il va essayer de me réappliquer les commits de l'ancienne voiture, ça ne me va pas. Donc je vais faire un git rebase. Je vais d'abord utiliser le log parce que je ne sais plus quel nom de Shawan j'avais. Voilà. Donc en gros, moi, ce que je veux faire, c'est que j'ai deux commits d'animation ici, celui-là et celui-là. Et du coup, je vais prendre celui-là, je veux partir de celui-là, et tout ce qui est en dessous, je ne veux pas. Je veux garder la base master en dessous. Donc voilà, je copie ce SHA-1, et puis je vais faire un git rebase, réécrire l'historique. À partir de ce commit-là, je me replace avant, donc je mets bien le tilde, et puis je vais lui dire sur quelle base. Il prend master, il met ça sur ma branche, donc il ne modifie pas master, hein. Il met ça sur ma branche, et il réapplique les commits que je lui ai donnés. Ok, donc on fait ça. Voilà. Donc là, il a bien fait le rebase. Il m'a dit, ok, je reviens au niveau de là où tu m'as dit, et puis je t'applique ce premier commit, et puis je t'applique le deuxième. Donc là, attention. Si je lance maintenant, je devrais avoir le meilleur des deux, donc la belle voiture de master, animée. On fait le test. Voilà. Merci. Donc c'est une très belle voiture, un peu tuning, etc. C'est pour ça, en fait, les roues bleues, on ne les fait pas, elle est de toutes les couleurs, de toute façon, la voiture. Donc voilà. Donc le Rebase on2, c'est vraiment très pratique parce que ça permet de ne pas perdre du temps. Vous pouvez, vraiment, c'est un outil très puissant, Git, et jouer avec les commits comme ça, c'est super pratique. Et là, vous voyez, dans cette démo-là, en tout cas, j'ai pas fait de code. À part le code de Paul pour changer la voiture, mais ça n'a rien à voir. En tout cas, sur ma branche, du point de vue de ma branche, j'ai pas fait de code. Donc voilà. Donc là, maintenant, c'est bon, j'ai résolu les choses. Donc encore une fois, j'ai force push, hein, j'ai modifié mes commits en local, j'ai force push. Paul et Jane, ils sont contents maintenant. Et du coup, quand Paul et Jane sont contents, à un moment donné, la revue de code, elle passe et tout ça s'est mergé dans master. Voilà. Donc c'est bien, on a fait un petit, on va dire, le quotidien du dev. Moi, c'est des commandes que j'utilise vraiment tout le temps. Et je vous encourage à les utiliser et à essayer de pratiquer, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. J'ai dit plusieurs fois pratiquer, mais allez-y, pratiquez.
Et maintenant, si vous le voulez bien, alors en faisant cette présentation, j'ai appris pas mal de choses, etc. Et puis il y a aussi des choses que clairement, j'arrivais pas à caser dans l'histoire de base. Donc je vais essayer de vous proposer maintenant quelques astuces à emporter parce que je les trouve vraiment très intéressantes. Donc si vous le voulez bien, on va commencer. Comment je fais pour voir les modifications en cours? En fait, si je veux voir les modifs en cours, alors on parle toujours de... Vous pouvez utiliser votre IDE, etc. Moi, j'aime bien utiliser la ligne de commande, donc, parce qu'au moins, je sais ce qu'il y a derrière. Donc si je veux voir les modifs en cours, je peux faire un git diff. Si je fais un git diff, ça va me montrer les modifs en cours seulement de ce qui n'est pas indexé, donc ce qui n'est pas dans l'index, la zone rouge du git status. Imaginons que je veuille ce qu'il y a dans la zone verte. Je peux faire un git diff ---- cached ou ---- stage. Il y a deux options, je pense qu'il y en a une qui est plus ancienne que l'autre. Les deux fonctionnent pareil. Par contre, c'est bien, ça me montre les modifs qu'il y a dans la zone verte maintenant, mais plus dans la zone rouge. Donc si je veux les deux, en fait, je m'en fiche de savoir si c'est indexé ou pas, je peux faire un git diff head. Donne-moi les modifs de toi ce que tu as jusqu'à head. Et puis si je veux m'amuser, en fait, je peux faire un git diff entre deux commits, entre un commit, une branche, entre voilà, etc. Tout ce qui est pointeur vers un commit, je peux faire. J'avoue que je n'utilise pas trop, mais j'ai trouvé ça sympa. Deuxième chose, comment je fais pour modifier, séparer des modifs que j'ai faits dans deux commits différents? En fait, ces modifs-là, elles sont dans le même fichier, admettons. Donc, je vous ai dit au début de la presse, on essaye de bien cloisonner les commits. Moi, ça me permet en tout cas vous savez, l'histoire de la charge mentale. En fait, ça me permet de faire quelque chose, un refactor ou une chose comme ça. Je fais un commit et je passe à autre chose. Sauf que des fois, je dérive un petit peu et puis en fait, je me rends compte que j'aurais dû faire deux commits et j'ai modifié deux fois le même fichier. Typiquement, un fichier non, je me suis trompé. Bon, bref, j'ai modifié un fichier et puis en fait, je veux me retrouver dans deux commits. Je peux faire un git add -p, c'est-à-dire qu'il va me demander, donc au lieu d'ajouter tout le fichier, git add, voilà, c'était src index.js, au lieu d'ajouter tout le fichier, il va me dire, OK, alors j'ai découpé ton fichier en plusieurs morceaux de code, est-ce que ça tu veux que je l'ajoute? Est-ce que ça tu veux que je l'ajoute, etc. Je peux répondre oui, non, il y a plein d'options. Et dans l'autre sens, si c'est déjà dans la zone verte, en fait, je peux faire un git reset -p. Voilà, c'est le pendant de git add. Je vais vous faire une démo aussi de ça. Donc là, admettons que voilà, je suis sur ma branche, je vais faire un git reset head tilde, histoire d'avoir des choses à ajouter. Git reset head tilde, ce sera très bien. Voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs du coup le git diff. Bon, j'ai ça dans ce commit là. Voilà. Et admettons que je veuille ajouter. Je veux ajouter ça. Je veux aussi ajouter ça au prochain commit. Ça n'a pas de sens, hein, mais voilà, on est dans l'exemple. Et puis en fait, tout ça, après, je ne veux pas l'ajouter. Je le ferai dans un commit plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un git add du coup -p. Je peux spécifier le nom du fichier, mais là, en l'occurrence, j'en ai qu'un, donc je n'ai pas besoin de le faire. Git add -p. Et puis, voilà, il me propose, donc il a découpé le fichier en ce qu'il appelle des hunks, et il me dit, tiens, est-ce que ce hunk, tu veux l'ajouter ou non? Donc là, je lui dis oui, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais l'ajouter. Et puis là, il me dit, tiens, je t'ai proposé tout ça. En fait, il essaie de nous faciliter la vie, il ne va pas nous le faire ligne par ligne. Donc il essaye de faire des regroupements de code. Là, typiquement, moi, je vous ai dit que je voulais rajouter le début, mais pas la fin. Donc en fait, il y a une option qui s'appelle split S. En fait, si vous voulez lire toutes les options, vous pouvez vous tapez point d'interrogation, et ici, vous avez toute la... Voilà. Donc là, je vais utiliser l'option split. Et puis là, il m'a dit, regardez, j'ai split into 3 hunks, ici. Voilà. Donc là, j'ai dit que ça, je voulais l'ajouter. Donc git add, n'importe quoi, excusez-moi, yes, voilà. Je lui dis oui, et puis tout le reste, je lui dis non, je veux pas. Ok, il m'a dit que voilà, c'est bon, il a fini l'ajout, etc. Donc là, on est d'accord que si je fais git status, maintenant, il a ajouté un petit peu du fichier dans l'index, mais pas tout. Donc si je fais un git status, je vais le faire tout de suite, on devrait avoir le fichier des deux côtés. Parce qu'en fait, Git, du coup, détecte une incohérence entre, vous vous souvenez, entre le working directory et l'index, et aussi entre l'index et ce qui est pointé par head. Donc c'est tout à fait normal. Et là, en fait, si je fais un git diff encore, j'ai ce à quoi j'ai répondu non tout à l'heure, donc ça, c'est ce que je n'ai pas ajouté. Si je fais un git diff -cached, j'ai ce à quoi j'ai répondu oui, donc ce qui est dans la zone verte du git status. Et puis, je peux faire un git diff head parce que je veux toutes mes modifs. Voilà. Donc là, je me retrouve avec tout ça.
Et puis après, j'ai juste qu'à faire le commit qui va bien, etc. Donc voilà pour Git Add. Pareil, c'est très pratique, vraiment très pratique. En général, j'essaye de ne pas avoir à l'utiliser parce que ça veut un peu dire que je suis allé trop vite. J'ai pas fait le commit assez vite, etc. Je me suis éparpillé. Mais en tout cas, c'est bien pratique pour se rattraper. La suite, comment je fais pour revenir sur la branche sur laquelle j'étais juste avant? Moi, ce que j'aime bien faire des fois, c'est voir comment mon application fonctionnait il y a 2-3 commits, ou alors je veux juste changer de branche. Et en fait, j'ai pas envie d'avoir besoin de savoir quel était le nom de ma branche, parce que souvent, elle a le numéro de la feature, le Jira, etc. Bref. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais un git checkout du commit en question, ou bien de la branche, etc. Et puis, pour revenir sur la branche d'avant, je peux faire un git checkout moins. En fait, si vous connaissiez en shell le cd-, c'est exactement le même principe. Vous faites cd /var /machin, je ne sais pas quoi. Et ben, vous pouvez faire cd- pour revenir dans le dossier dans lequel vous étiez juste avant. Ben, ça fonctionne pareil avec Git. Git checkout -. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et je trouve ça super pratique. Ensuite, si je veux annuler les modifications faites sur un fichier en particulier, donc admettons, là, c'était là mon fichier d'env. Imaginons, j'ai mon appli et je veux que ça tape dans un environnement particulier, dev, calif, pas prod. Hein. On ne tape pas depuis son poste de dev dans la prod, hein, ça se fait pas. Ça se fait pas, ouais. Et bref, du coup, j'ai modifié mon fichier d'env. Bien sûr, je ne vais pas le committer comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est aller annuler les modifs de ce fichier d'env avant de continuer mon boulot, etc. Je peux faire, donc la commande qui est utilisée par Git, c'est git checkout aussi. Bon, voilà. Je peux faire un git checkout, mon fichier d'env, etc. Par contre, cette méthode, elle a des défauts. Imaginez, votre fichier d'env, il s'appelle master. Je fais un git checkout master. Ça fait pas trop ce que je veux, hein. Ça change de branche. Ça essaye de me mettre sur master. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise git checkout -, que vous connaissez peut-être. Et en fait, le -, ici, il permet de s'assurer que ce que vous mettez après le -, ce n'est pas un nom de branche, c'est un nom de fichier. En fait, le -, c'est une fonctionnalité du shell qui dit fin des options de la commande. Donc c'est utilisé par d'autres outils aussi, donc entre autres Git ici. Donc Git, en tout cas, lui, ce qu'il comprend quand il y a après le -, c'est que c'est un nom de fichier, que ce n'est pas un nom de branche. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Et je vous remercie, c'est tout ce que j'ai.